Bon, bah donc bonjour Pierrot. Salut Michel. Alors donc ouais, on va se faire une petite conversation là parce que je pense qu'on a un sujet à discuter tous les deux. Il y a une question que je me pose depuis fort longtemps. On a à peu près les mêmes informations à la base. On a à peu près la même sensibilité à la base. On suit des méthodes qui sont pas très différentes à la base. Or, on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Pour moi, le scénario le plus probable, d'abord, il est très difficile à déterminer, il faut être clair. Ce n'est qu'un scénario parmi une infinité de scénarios et donc à la limite on ne peut pas savoir si c'est le plus probable, c'est simplement celui qu'on croit le plus probable parmi ceux qu'on arrive à avoir en tête. Et c'est un scénario qui est plutôt celui d'une chute lente d'un système effectivement très profondément en crise, chute lente qui peut s'étaler encore je pense sur 2 voire 3 décennies et qui peut déboucher soit sur la transformation de ce système en autre chose, une sorte de dystopie hyper technologique, soit sur un effondrement au sens de Joseph Tenter, c'est-à-dire une dislocation des entités politiques induisant une dislocation des chaînes logistiques. Mais les deux sont possibles, et en tout cas je ne vois pas cet événement majeur se dérouler d'un seul coup, et je pense qu'il ne se produira, il ne se manifestera de façon claire que dans au moins une décennie et peut-être 2 ou 3. Alors que toi, si j'ai bien compris, tu es sur un scénario d'effondrement à court terme. Alors, disons la chose suivante. Tout d'abord, il est intéressant lorsque tu as raison de dire qu'il y a une infinité de scénarios possibles, et comme disait l'autre, les prédictions sont toujours très difficiles, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir. Alors, ce que l'on peut faire en général dans ces cas-là, c'est d'abord exclure ce qui nous semble, parfois on peut se tromper, mais exclure tout ce qui nous semble impossible, c'est-à-dire les scénarios hyper extrêmes du type fantaisiste. On peut aussi exclure tout ce qui ne sert à rien d'être prévu, d'être prédit, c'est-à-dire que si demain on fait collision avec une comète et que la surface de la Terre est totalement annihilée, bon ben on s'en fout. Donc on va exclure tout ce qui est on va dire du totalement impossible à prévoir, du genre invasion extraterrestre et tous les trucs, intervention divine, voilà, on va exclure tout ce qui est totalement avec des conséquences impossibles et des imprévisibilités à 100%. Après, il nous reste à exclure ce qui nous semble factuellement, à mon avis, très difficile, voire impossible, c'est-à-dire, et ça c'est mon gros exemple, que tout reste comme c'est d'habitude. C'est-à-dire que nous vivons, nous continuons à vivre dans un monde confortable, où nous continuons à nous enrichir, où l'enrichissement et le confort va s'étendre de plus en plus progressivement à toutes les parties du monde. Et la raison pour laquelle cela me semble impossible, c'est que les ressources pour cela ne sont pas infinies, et donc à un moment il faut faire des choix, où les choix s'imposent à nous, et donc ce scénario n'est pas probable. Et les faits le montrent déjà aujourd'hui, puisque les jeunes générations ressentent bien qu'elles n'auront pas et qu'elles n'ont pas déjà maintenant les perspectives d'avenir et le confort des générations plus anciennes. En tout cas, c'est le cas en Occident. C'est peut-être différent en Chine, en Inde, en Russie, peut-être même en Afrique, et ça se discute en Amérique latine. Donc en fait, on débroussaille déjà en enlevant pas mal de scénarios possibles. Et ensuite, comme tu l'as fait remarquer, c'est vrai que lorsqu'on regarde les mêmes données, les mêmes faits, c'est-à-dire que nous avons des ressources énergétiques qui sont, alors après, est-ce que les faits correspondent à la réalité, ou est-ce qu'il y a du biais à la fois dans ceux qui les mesurent et qui nous les transmettent, mais aussi du biais cognitif de ceux qui les interprètent, dont nous faisons partie, dont je fais partie. Moi, j'essaye de faire très très attention. Tous les matins, je me réveille en me disant, mais est-ce que tes scénarios, c'est pas des conneries, parce que j'ai envie d'y croire. Ça c'est un exercice qui est toujours très important à faire, et de pas écarter des données qui vont à l'encontre d'une croyance. C'est quelque chose vraiment de très très important, et sans doute on ne peut pas éviter d'aller un petit peu dans ce biais, mais enfin, c'est quand on est conscient, on essaie de faire attention. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que une fois que j'ai éliminé tous les scénarios qui me paraissent improbables, impossibles ou fantaisistes, il me reste une plus petite infinité de scénarios, si on veut, dans lesquels il y a quand même des gros facteurs qui sont l'augmentation de la population, notamment dans le continent africain, la globalisation qui, pour l'instant, elle est mise en place, et éventuellement elle continue, donc avec des migrations de plus en plus grandes. Il me semble que les faits restent sur
des destructions environnementales rampantes à l'échelle de la planète que nous en Occident nous voyons moins, puisque elles sont moins présentes chez nous, car nous avons cette sensibilité de vouloir préserver l'environnement, et nous le faisons en majeure partie dans nos pays, bien que je trouve que le bétonnage et la création de zones urbaines de plus en plus grandes en fait détruit énormément de notre écosystème. Et puis il y a toutes les gestions, et c'est là où il y a beaucoup d'interprétations et beaucoup d'informations que nous n'avons pas. Je crois que toi, dans tes excellentes vidéos, tu as l'immense humilité de le reconnaître, de dire qu'au fond, nous ne savons pas ce qui se passe dans les coulisses, et nous ne savons pas combien de coulisses et combien de niveaux de coulisses il y a dans ce que chez les gens qui nous gèrent, nous prétendent nous gérer, ou qui ont la main mise sur les réels fonctionnements et les réelles planifications du monde. Et là, néanmoins, ce que l'on observe, c'est que on voit de plus en plus de pannes, de plus en plus de chaos qui s'insinuent subrepticement et petit à petit dans toutes les infrastructures et leur fonctionnement, dans toutes les gestions. Et c'est vrai que si on dessine une tendance, je pense que tu as raison de dire que nous allons inévitablement, d'ici une décennie, et en tout cas d'ici 20 ans, vers quelque chose qui casse. À moins, bien sûr, d'un miracle technologique, énergétique. Maintenant, il faut aussi écouter son intuition. Et l'intuition, alors je dirais qu'il y a deux éléments dans l'intuition. La première, c'est la connaissance de l'humain et des incertitudes et du hasard qui arrive, c'est-à-dire que personne ne peut prévoir, sauf ceux qui l'ont organisé, mais personne ne pouvait prévoir en septembre 2001. Ça change l'histoire, ce genre d'événement. Ça ne veut pas dire que c'est un événement qui est dû au hasard, mais en tout cas, quelles qu'en soient les théories auxquelles on adhère. Mais il y a des événements qui font basculer l'histoire, qui peuvent l'accélérer, et ces événements, ça peut être des hommes, ça peut être un concours de circonstances. Nous connaissons tous, comme moi, tu aimes l'histoire, nous savons à quel point parfois une petite décision, une absence ou une présence à un endroit particulier dans l'histoire change complètement l'histoire. Ça, mon intuition, c'est que nous allons c'est qu'il y a des effets d'accélération qui ne vont pas aller dans le bon sens et qui vont faire des sauts quantitatifs négatifs. Si je veux trouver une terminologie, c'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a des conneries qui vont pouvoir être faites, elles vont être faites. Le deuxième élément, c'est qu'il y a en fait des effets de seuil réels, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une cassure, il y a des moments où t'es à vélo, ta chaîne elle casse, c'est très difficile de la réparer, quoi. Il faut vraiment trouver et donc tout d'un coup tu dois passer à pied. Et il n'y a pas une cassure progressive, il y a une usure progressive, mais à un moment il y a une cassure. Je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais je sens que dans nos systèmes, il peut y avoir par exemple, tu analyses brillamment, je trouve, le mouvement des Gilets jaunes en ce moment. Je ne le souhaite pas, je souhaite que personne ne le fasse, mais si demain quelqu'un se pointe avec son fusil de chasse et tire de flics, ou inversement, si un policier sort son arme et abat deux personnes, là on bascule dans quelque chose qui est nouveau en France, qui est nouveau dans l'histoire récente. Et ça, on ne peut pas savoir quelles sont les prédictions. Donc c'est encore un exemple. Donc il peut y avoir des mouvements sociaux, des mouvements technologiques qui font basculer à des seuils différents. Et donc, moi, j'ai cette conviction que ces risques de saut s'accélèrent. Alors, après, moi, quand j'ai écrit dans mon premier bouquin que je voyais venir le moment le plus chaud de l'effondrement, ou en tout cas le début d'un véritable effondrement à partir de 2020 jusqu'à 2022, c'est en gros la période la plus propice, j'avoue qu'il y a un élément de date qui a été mise pour mettre une date, parce qu'à un moment, si on reste vague, et si on dit, mon objectif c'était que les gens bougent et qu'ils se mettent en action, dans le mouvement, eh bien, si je mettais, ça arrivera au XXIe siècle, les gens ils reposent leur bouquin et il faut crier. Donc il y a aussi un élément dans ma prévision qui est un élément d'incitation à l'action, quitte à se mouiller, autant mettre une date, je l'ai mise à 10 ans. Peut-être que je me trompe de 2 ans, peut-être que je me trompe de 5 ans, peut-être que je me trompe de 10 ans. Je crois que les gens qui se sont mis en action n'ont pas perdu de temps, car ils ont bien vu, et on remarque qu'entre 2010 et 2020, la situation du monde, elle a sacrément évolué, et pas pour le meilleur pour les habitants de la planète. Ok. Alors, tu avais quelque chose à ajouter peut-être ? Non, j'ai fait une longue réponse à ta question. D'accord. Alors, je suis pas surpris du tout parce que tu me dis à la fin, parce que j'avais bien compris qu'effectivement, tu avais donné cette date pour rendre la chose concrète dans l'esprit des lecteurs et les pousser à se bouger.
Moi, je vais te dire comment je perçois la chose. Je pense que il y a des surprises qui vont arriver, et il y aura effectivement des surprises négatives, mais il y aura aussi des surprises positives. Je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, quand on examinait l'évolution du système, on se disait que effectivement l'économie globale risquait de connaître un collapsus au début des années 2020 sur la question du pic pétrolier. Alors, dans quelle mesure on peut se fier aux chiffres qu'on nous communique, parce que bon, le marché du pétrole, alors là, c'est vraiment le sommet du domaine dans lequel on connaît pas le nombre de coulisses qu'il y a derrière la scène, hein. Mais bon, il semble bien quand même que grâce au pétrole de schiste, le pic pétrolier, tout pétrole confondu, est à un prix à peu près compatible avec ce qui est tolérable financièrement et économiquement, va être repoussé d'1 ou 2 décennies. Je pense que effectivement, si on imagine que les pétroles de schiste n'avaient pas été développés, et que aujourd'hui on soit sur un marché pétrolier où la demande sature complètement l'offre, malgré des investissements lourds dans les industries extractives, etc., je pense que là, effectivement, sur cette planète déjà au bord du collapsus à cause de la croissance démographique, essentiellement, en réalité, on serait très très mal, et je pense que on serait en train de se dire ouais, effectivement, ça va être pour le début de la prochaine décennie. Je crois que tout simplement il y a eu un fait qu'on n'avait pas à l'époque en tête, parce qu'on ne le connaissait pas, on ne savait pas que ça allait se produire, qui était la percée technologique sur les pétroles de schiste. Je pense que ça a joué un rôle. Alors, à mon avis, et c'est pour ça que ma vision des choses est un peu différente de la tienne, je pense qu'il va y avoir comme ça des bonnes surprises aussi. C'est-à-dire que là où je te rejoins tout à fait, c'est que je pense que, et tu as fait à mon avis un travail très utile en tirant la sonnette d'alarme il y a quelques années, effectivement les fondamentaux du système l'amènent mécaniquement à accroître constamment ses contradictions internes. Parce que c'est un système qui repose sur l'hypothèse absurde d'une croissance indéfinie de la production, y compris de la production matérielle. Ça n'a aucun sens. Enfin, je crois que c'est Keynes qui a dit que quelqu'un qui croyait à la possibilité d'une croissance exponentielle indéfinie était ou un fou ou un économiste. Bon, donc là on voit bien effectivement que dans les décennies qui viennent, on va commencer à buter sur des seuils. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, il va y avoir des échappatoires, il va y avoir des solutions. Et je pense que si tu veux, ça va permettre au système dans lequel nous nous situons de s'adapter progressivement pendant un certain temps. Alors ce que je peux pas savoir, et je pense que personne peut le savoir, c'est comment ça va se terminer. C'est-à-dire, est-ce que ça va se terminer par la mutation complète de ce système vers autre chose, qui sera plus durable et plus équilibré, ou est-ce que ça va se terminer par un collapsus complet et un effondrement au sens de Joseph Tenter? Ça, je crois franchement que personne ne peut faire de prédiction. Mais voilà, l'existence de toutes ces marges, de tous ces dispositifs d'ajustement, de toutes ces bonnes surprises, entre guillemets, qui auront lieu, permettra peut-être de compenser les inévitables mauvaises surprises qui vont aussi jalonner les années qui viennent. Et c'est pour ça que, intuitivement, mais tu as raison, c'est de l'intuition en fait. Parce que, en fait, mon opinion, si tu veux, quand j'essaye de faire l'exercice prospectif, c'est que tant que je ne réfléchis pas à l'interaction entre les tendances, je suis sur un exercice rationnel. Quand je réfléchis à l'interaction sur les tendances, ça commence à devenir moins rationnel parce que ça commence à devenir tellement compliqué que je suis obligé de faire des choix inconscients sur les scénarios que je considère ou je ne considère pas. Et quand j'essaye, après, de l'intersection entre les tendances, d'en déduire quelque chose sur le champ des possibles, alors là je bascule franchement dans l'intuitif, avec une dimension même irrationnelle, parce que tout simplement c'est trop compliqué. L'esprit rationnel ne parvient plus à aborder l'avenir. Parce que là on est confronté à la nature chaotique du réel, et à un moment, on est obligé de laisser parler l'intuition, sinon on se tait. Et alors mon intuition, c'est qu'il y aura un effet de compensation entre ces bonnes et ces mauvaises surprises, et que c'est pour ça que le truc peut durer encore un certain temps, et peut-être assez longtemps pour durer jusqu'à ce que des percées technologiques rendent possible un monde complètement différent. Alors,
Entendons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effondrement constaté par des fractions de la population à certains endroits. Ça, c'est très possible. Mais quand on le voit déjà, voilà, tout à fait. Je veux dire, ça arrive déjà. Quand je dis qu'il n'y aura pas d'effondrement, à mon avis, à court terme, je veux dire par là que le système global me paraît être une machine tellement lourde, avec une telle inertie, dotée de marges, c'est quand même encore importante, qu'il a des capacités tout simplement de solder ses difficultés sur nous, sur la classe moyenne occidentale en particulier. Et je pense que c'est pas exclu, voilà, que ça dure encore 10, 20, voire 30 ans. Mais c'est de l'intuition, je le reconnais. C'est cette balance que je n'arrive pas à faire autrement que par l'intuition, entre bonnes et mauvaises surprises à venir. Et c'est très important d'avoir cette intuition, parce que si tout était purement rationnel, tout devrait déjà avoir capoté depuis bien longtemps. Et j'imagine que, par exemple, si la mentalité de nos contemporains aujourd'hui était celle de nos grands-parents, ceux qui ont vécu la crise de 1929, eh bien, aujourd'hui, ils n'accepteraient pas des niveaux de dette, par exemple, de nos États au niveau qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'en fait, tout ce système se base d'abord sur des énergies relativement bon marché, abondantes, et des matières premières accessibles à des prix qui permettent la production à large échelle de produits de consommation, mais aussi sur une création monétaire totalement infinie aujourd'hui. Et donc, le coup de frein brutal, en gros, peut arriver, en plus d'autres événements exogènes qui peuvent être des crises écologiques. Après tout, ça se trouve, peut-être qu'il y a une accélération d'un réchauffement climatique que l'on ne maîtrise pas. Enfin, j'en sais rien, il y a plein de scénarios qui seraient envisageables. Il y a toujours des scénarios de guerre, il y a toujours des scénarios de l'imprévu. Mais si on reste sur ces deux piliers, si on veut, peut-être je l'oublie, mais certainement l'énergie. Alors c'est vrai que à la base de tout, c'est le pétrole, et comme tu l'as dit, c'est vrai que les pétroles de schiste, eh bien, on n'avait pas vu cet essor au début des années 2010. Alors aujourd'hui, les pétroliers admettent que le pic pétrolier du pétrole conventionnel a été atteint en 2008. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on peut vraiment ne voir que dans le rétroviseur. Donc aujourd'hui, il y a un peu un consensus sur 2008. Et que les différences ont été compensées, surtout aux États-Unis, par ces pétroles dits de schiste et d'autres. Alors après, lorsqu'on regarde sous le capot, on se rend compte que c'est assez subtil, et que ces pétroles ne sont pas... Parce qu'évidemment, chaque champ de pétrole a une certaine fluidité, a une certaine viscosité, il y a des pétroles plus lourds, d'autres plus légers, qui nécessitent d'être mélangés, d'être raffinés de différentes manières. Et parfois, on peut se retrouver avec des gisements abondants qui sont de pétrole très lourd, mais qui doivent absolument être mélangés avec du pétrole plus léger qui viendrait de pétrole plus rare, de gisements plus difficiles et plus rares. Et donc après, et c'est c'est infiniment complexe. Et c'est très très compliqué de se rendre compte, parce qu'il suffit qu'il y ait des pénuries dans un des types, dans une des catégories, pour que les processus de raffinage deviennent beaucoup plus coûteux, plus difficiles, etc. Il me semble aussi que nous sommes dans une période où les États-Unis, premier producteur, première économie mondiale, et qui a absolument besoin d'une croissance, certainement sous Trump, a mis en place une politique de torsion du bras des producteurs de pétrole que les États-Unis ont sous leur protection, notamment l'Arabie Saoudite, pour qu'ils augmentent et qu'ils continuent à produire de manière à ce que le pétrole reste à prix bon marché sur les marchés internationaux, et qu'ainsi la production et la consommation puissent continuer. Je ne sais pas si c'est vrai, encore une fois, voilà, nous ne sommes pas dans là, je voudrais juste une petite intervention. À mon avis, ça a été vrai jusqu'à très récemment. Mais comme les États-Unis sont en train de redevenir exportateurs nets, je pense que leur géopolitique du pétrole va évoluer, et qui vont avoir davantage intérêt, en fait, à des prix de l'énergie un peu plus élevés, je crois. Parce que effectivement, Trump a tordu le bras des Saoudiens il y a encore un an pour avoir un pétrole bon marché, parce que le pétrole s'envolait trop haut. Mais comme les États-Unis s'approchent de l'autosuffisance, et comme ils envisagent même de redevenir exportateurs nets, apparemment, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ça? Alors, bon, les statistiques, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Pardon? Ils s'intéressent beaucoup au Venezuela en ce moment. Alors non, mais ça, c'est ce qui est clair, c'est qu'ils veulent mettre la main sur les ressources, parce que à la limite, même si eux ils en ont pas besoin, ça leur fera toujours plaisir de pouvoir, cap on trade, je crois disent les Anglo-Saxons. Hein, voilà. Voilà. Donc tout ça pour dire que sur le pétrole, j'ai l'impression qu'on est, en tout cas temporairement, sur une situation où
les intérêts entre Russes, Américains et Saoudiens sont arbitrables, quoi. Oui. Bref, je t'ai interrompu. Et puis sur la finance, eh bien, c'est une question de croyance, c'est une question religieuse. Si nous pensons que le billet de 50 euros vaut 50 euros, et si on nous échange des trucs dont on a besoin contre, bah voilà, ça continue malgré le fait que techniquement, mathématiquement, nous ne devons rien. Alors là, moi, je vais te dire, c'est un truc. Là, la structure du système financier international, c'est trop compliqué pour moi, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un système où il y a presque 3 années de PIB mondial d'endettement cumulé sur les acteurs non financiers et sans parler des produits dérivés. Donc on sait que ça sera jamais remboursé. Je veux dire, ça n'a absolument aucun sens, c'est évident. Mais c'est pas grave, la fiction se maintient et il y a des types qui t'expliquent que c'est pas non plus un problème pour le système bancaire si on maintient dans ces conditions des taux à long terme à 0% indéfiniment. Donc comment les banques se rémunèrent, on sait pas. Bah c'est pas grave, on va leur donner de l'argent, maintenant c'est gratuit. Mais c'est un truc, on est sorti du capitalisme en fait. Hein. Je sais pas comment décrire ce truc-là, tu vois. Mais personne n'arrive à le décrire, même en Suisse, même les banquiers suisses que je connais, j'ai des amis dans le milieu, ils en sont arrivés 10 ans après aux mêmes conclusions que toi et moi sur le fait que le système ne peut pas tenir. Mais en gros, ils sont sur cette philosophie de tant que je gagne, je joue. Et en gros, si le casino fait que tous les numéros gagnent toutes les mises, pourquoi se priver? Et c'est vrai que quand on leur pose la question du après, avant ils nous regardaient d'un regard de poisson mort. Aujourd'hui ils ont compris, ils nous regardent en disant oui, bah après ça va se planter, mais bon, en attendant, moi j'ai besoin de mes bonus à la fin de l'année, donc je joue. Et ça devient étrange comme attitude, puisqu'en gros, il y a une forme de martingale, les banques centrales impriment, créent de la monnaie, elle est relativement distribuée par la hausse des marchés, à la fin, elle se redistribue chez des gens très aisés, qui sont les détenteurs des capitaux, hein, évidemment. Il y a une partie qui finit par des montages financiers qui font pâlir ceux de 2008 ou de 2007, qui font pâlir les subprimes de cette époque et qui sont tellement plus gigantesques aujourd'hui en nombre, en valeur absolue. Et tout le monde fait comme si de rien n'était, mais au moins la différence c'est qu'autant en 2007 ils étaient durs. Aujourd'hui, dans le milieu financier, tout le monde a compris que c'est une arnaque. Mais ils jouent le jeu parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Donc c'est le non rationnel, ou même, j'oserais dire, le religieux, doit être pris en compte à ce moment-là dans l'analyse, parce que rationnellement, encore une fois, nos grands-parents, les banquiers de 1929 ou de 1930 auraient tout vendu. Ils auraient provoqué un crash que tout le monde attend depuis pas mal d'années, qui n'est toujours pas là. C'est-à-dire que la différence, je crois aussi, c'est que entre 1929 et aujourd'hui, il y a un mec qui est passé qui s'appelait Milton Friedman, quoi. C'est-à-dire que en 1929, justement, ils ont été au niveau des banques centrales relativement logiques. Alors ça a provoqué une catastrophe, mais effectivement, cette catastrophe a fonctionné comme une purge. C'est-à-dire que ça a été terrible pendant quelques années, mais ensuite le système pouvait repartir, il s'était remis d'aplomb. Et c'est logique, je veux dire, c'est la logique normale du capitalisme. C'est-à-dire la brutalité des banquiers centraux des années 30 était absolument dégueulasse quand on pense à ce que ça a provoqué pour les pauvres à l'époque, mais elle était logique dans le système capitaliste à l'ancienne. Mais maintenant qu'on a eu avec Friedman ce changement d'état d'esprit où Friedman il a modifié la notion même de vérité à l'intérieur du système financier, parce que il y a un article de Friedman qui a été publié à la fin des années 50 où il dit en gros, en matière financière, si je résume à l'extrême son truc, ce qui est vrai, ce n'est pas ce qui est conforme à la réalité, ce qui est vrai, c'est ce qui marche. S'il y a une intersubjectivité qui aboutit sur les marchés financiers au résultat qui était attendu d'une action, c'est que la théorie qui a guidé cette action est juste. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ça revient à nier le fait qu'à un moment, le réel va revenir. Ça veut dire que si l'intersubjectivité, pendant un certain temps, permet d'obtenir certains résultats, alors la théorie est vérifiée.
Et moi, je crois que c'est ça, si tu veux. En sociologie, on appelle ça, je crois, la rationalité limitée. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe quand un acteur est rationnel, mais uniquement à l'intérieur du cadre, du paradigme de sa pensée, et où il se rend pas compte que ce paradigme est surdéterminé par la façon dont il a été éduqué, la formation qu'il a reçue, la pression de ses pairs et de ses supérieurs hiérarchiques autour de lui. Et voilà, il agit rationnellement, mais sur une rationalité limitée. Et je crois que c'est Crozier dans L'acteur et le système qui montre comme ça comment un individu inscrit dans la rationalité limitée peut faire des choses totalement irrationnelles et qui vont s'avérer à long terme totalement irrationnelles, mais qui, dans un cadre limité, sont rationnelles dans un certain espace et pendant un certain temps. Pour moi, c'est ce qui est en train de se passer là. Parce que à très long terme, forcément, ça va coincer. Je veux dire, il y a quand même un moment où c'est pas possible. C'est pas. C'est-à-dire que les économistes, les banquiers à qui je demande quel va être le mécanisme selon eux alors je te parle de banquiers de très haut niveau, hein. Je parle pas du trader, je parle vraiment de gens qui sont propriétaires de banques, hein, des gens vraiment. Et quand je dis quel est le mécanisme qui va être mis en place pour réduire un nombre, éteindre ces dettes et revenir à un moment, alors je leur donne pas je leur dis peut-être c'est dans un siècle, peut-être c'est dans 50 ans. Alors ils me disent, soit c'est une croissance tellement phénoménale qu'évidemment les profits générés et les revenus fiscaux sont tellement gigantesques, et on voit bien quand ils répondent à ça qu'ils ne croient pas une seconde, soit c'est une élimination physique d'un très grand nombre d'actifs immobiliers et être vivant. Et ils comprennent ça, ils se disent bien que voilà, à terme, le seul moyen quand on a, à un moment, il y a une compression, une réduction, il y a une contraction qui doit se faire, et en général, me disent, en général, dans l'histoire, consciemment ou non, ces contractions, elles s'appellent des guerres, qui sont suivies par des famines, des épidémies, et un État qui serait coincé au bout d'un moment pourrait faire capoter le système pour passer à un autre système. Ça, je te rejoins dans ce que tu disais aussi tout à l'heure et ce que tu dis de temps en temps dans des vidéos. Je pense que il est possible que ce soit en gestation. Ensuite, est-ce que ça va être mort-né, est-ce que ça va être une naissance difforme et monstrueuse, ou quelque chose auquel on n'a pas les moyens de concevoir encore la forme finale, mais c'est possible à la fin d'un processus qui est déclenché pour réduire justement changer de paradigme, qu'on passe vers autre chose. Alors là, c'est de la science-fiction, on va pas aller là-dedans parce que ce n'est pas je pense que ni pour toi ni pour moi, autant on a cet intérêt intellectuel et même une certaine forme d'humour avec laquelle on peut envisager un monde rempli d'êtres hybrides, machines, humains, augmentés ou désaugmentés, ou je ne sais pas quelle est la chimère qu'ils sont en train de nous pondre. En revanche, le processus pour basculer d'un monde à l'autre, il se pourrait bien qu'il soit volontairement extrêmement destructeur. Bon. Voilà. Bon, je crois qu'on va pas faire durer la conversation plus longtemps que ça, parce que déjà la plupart des auditeurs sont roulés en boule sous la couette en suçant leur pouce et en disant maman réveille-moi, c'est un cauchemar. Donc on a atteint notre objectif. Non. Parce qu'en fait, justement, l'objectif que j'ai eu en écrivant mes livres et le mode de vie que j'essaye de mettre en place, comme toi, avec en partie une partie de la vie qui est sortie du système. Alors on garde toujours un pied. Moi je dis toujours, c'est très important de garder un pied dans le système parce que ça nous permet d'observer, ça nous permet d'avoir des alertes et accessoirement ça nous permet d'avoir des revenus, mais aussi d'avoir un pied, et ça c'est très important, à l'extérieur, dans un autre monde que l'on crée nous-mêmes, parce qu'un monde qui d'abord va nous donner du sens, qui va donner un sens à la vie, qui va nous permettre de vivre en dehors de l'univers des parents numéro 1, numéro 2, numéro 3, tout le monde appelle ça la patriarchie systémique et toutes sortes de trucs qui sont en train de devenir vraiment très marrants dans le monde mourant et décadent que l'on quitte des grandes villes. Mais au-delà de ça, c'est important d'agir parce que sans cette action, justement, on n'a aucun espoir, parce que nous ne connaissons rien des tenants les aboutissants, aussi fines et aussi poussées sur les analyses, on est quand même face à des incertitudes énormes,
Et si on n'est pas dans l'action, on finit effectivement, comme tu le dis très drôlement, rouler en boule sous la table, et en suçant son pouce en appelant sa maman. Et donc non, ça on peut pas l'accepter. Il faut, quitte à mourir debout, il faut être debout, il faut se battre, il faut se bouger, d'abord pour soi-même, ensuite pourquoi pas pour la collectivité dans laquelle, la communauté dans laquelle on se sent faire partie. Alors pour certains, c'est la nation, pour d'autres, c'est la République, pour d'autres, c'est son clan, sa tribu, son ethnie, sa communauté religieuse, peu importe. Mais c'est l'endroit qui va nous donner du sens. Et sans ce sens, on est déjà mort. Et ça, non, ça, on peut pas l'accepter. Bon, bah, je crois qu'on a le mot de la fin, ok? Ouais, non. Depuis ma petite Suisse, je continue on se voit plus aussi souvent ces temps, c'est dommage, mais en tout cas, j'observe, j'écoute avec plaisir tes vidéos, continue, elles sont excellentes, et continue à tes analyses, c'est vraiment important dans le monde francophone, il y en ait 3 ou 4 qui fassent des analyses qui nous fassent réfléchir. Bah écoute, continue aussi, hein. Bonne continuation à toi. Parle-nous de la Suisse. La Suisse, ça nous fait plaisir à nous Français parce que bon, vous avez quand même l'air d'être moins barjots que nous dans l'ensemble. Bon, c'est pas difficile en même temps. Hein, c'est plus barjots, ça serait compliqué par contre. Ça devrait être aussi, hein. Faut pas. Ouais. Si tu as vu le défilé pour célébrer l'ouverture du nouveau tunnel ferroviaire du Gothard, on en a des gratinés chez nous aussi. Hein. Ah, mais je dis pas que vous en avez pas des gratinés, je dis que par rapport à nous, non mais là maintenant nous on est parti, je veux dire c'est une échappée là, vous ne rattraperez plus. Non, là franchement. Les Suédois sont pas mal, hein. Les Suédois sont pas mal. Ouais, mais non, mais franchement, Macron là, ah ouais, non, franchement, c'est bon, on a gagné, je crois. Bon, allez, Pierrot. Salut. Allez, salut, ciao.